chez vous, quel bonheur de vous retrouver en ce vendredi, dernier jour de la semaine, bien évidemment pour votre matinale multivitaminée sur RTI 1, Matin Bonheur qui vous tend ses bras et vous accompagne dans votre réveil. L'Harmattan est là, et oui, il est aux portes d'Abidjan. Attention au brouillard, attention aux éléments de visibilité, et surtout, mesdames, sortez les coiffures protectrices. Et oui, foulard, perruque, tissage, tout ce que vous voudrez, parce que ce vent sec est assez frais pourrait éventuellement vous abîmer les cheveux. Encore une fois, merci d'être en notre compagnie sur RTI 1. Bonjour chez vous, bonjour Marco. Bonjour, et puis n'oubliez pas également le bon vieux beurre de karité qui pourrait être vraiment très utile pour vos jolis teints, mesdames. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, en ce 8 décembre 2017. Au sommaire de cette émission, on va parler bien sûr de violences faites aux femmes. Hélas, ça existe encore en 2017 avec un spécialiste qui viendra nous parler des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Et puis, mesdames et messieurs, nous parlerons d'omelette campagnarde. Ce sera dans le volet capsule diététique avec la ravissante, magnifique et très belle Nessie Ndri. Oui, les jalouses vont m'écrire. Et puis, on va nettoyer la semelle de fer à repasser. On va vous dire un peu comment ça se passe parce que c'est toujours une hantise. Parfois, on est très bien en train de repasser une tenue blanche. Et puis, la tâche qui vient. Et tout se gâte. Sans oublier la thématique culture qui s'arrime à chaque vendredi. Vous le savez, le mime, le geste et parole, quelle efficacité au théâtre. Voilà, grosso modo, on va parler un peu de tout. Attention, mesdames et messieurs, l'Harmattan a véritablement commencé à Abidjan, comme disait Eva. Voilà, maintenant, l'émission va commencer aussi avec la titrologie. Et c'est Fatim DJ, donc anti-Harmattan, qui s'offre à vous maintenant. Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Effectivement, il n'y a rien dans jalousie. Allez, tout de suite, les titres de vos quotidiens et de vos hebdomadaires en ce vendredi 8 décembre 2017. Fraternité Matin, titre donc Alassane Ouattara lance un appel aux investisseurs égyptiens et ivoiriens. C'est bien évidemment dans le cadre du Forum Africa 2017. Autre sujet, le Premier ministre Duncan lance les travaux d'un complexe de 14 milliards de francs CFA. L'intelligent d'Abidjan maintenant va apparaître et relate son histoire avec l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny de septembre 2003 à décembre 2017. Le père de la nation est aussi en une de l'éléphant déchaîné, vous allez le voir, mais pour un tout autre sujet, le métro d'Abidjan, un projet vieux de 40 ans, Houphouët-Boigny en rêvait et visiblement Alassane Ouattara va le faire. L'hebdomadaire affirme aussi au sujet des cartes de résidents que c'est un grand foutoir, donc nous dit la couverture. Notre voix maintenant s'intéresse à la recherche agronomique. Qui veut tuer le CNRA, donc le Centre national de recherche agronomique? Toujours à la une de Notre voix, on apprend qu'autochtones et allochtones s'affrontent à Danané au sujet d'un conflit foncier. À la une, l'hebdomadaire féminin Go Magazine, une question existentielle. Après 2 enfants, dois-je quitter mon mari devenu impuissant? À vous de répondre. Et pour finir, l'hebdomadaire humoristique qui titre... Alors vous allez voir d'abord la une, hein, on y voit un homme assis sur un banc, ça va apparaître, patience. Et il est visiblement entouré de jeunes femmes avec des formes généreuses. Et donc la une nous dit les fesses de fin d'année approchent. C'est pas très délicat, vous l'aurez vu. Vraiment, on peut le dire. Et exceptionnellement, je vais vous montrer la une du Patriote, parue hier. J'espère qu'elle va bien apparaître. Il y a une énorme coquille à la une. Eva et Marcelin, est-ce que vous la voyez, cette coquille? Eh oui, on ne dit pas voici les nouvelles mesures, mais bien mesures. Et je ne l'avais même pas vu, pour être honnête, c'est un internaute qui me l'a fait remarquer. On va prendre des mesures. Prenons des mesures. Allez, à tout à l'heure pour la revue de presse People, puis classique. Très bien, on le sait, les vendredis, cette triple dose de Miss JJ sur ce plateau. Ça m'a répondu à une question tout à l'heure. Non, pas vraiment. Cela dit, j'ai bien aimé la une de Witch. Ils sont toujours très, Elle a répondu à la question. Hein. Après deux enfants. Go Magazine, après 2 enfants dans le couple, le mari qui n'est plus... Qui est impuissant, doit... Eva, on le quitte ou pas?
Joker. Elle a trop de jokers dans cette émission. Il y a un peu trop de jokers. C'est pas normal. Je disais que la une de bouche était très très drôle là, ce matin, comme à leur habitude, bien évidemment. Et pour être toujours dans ce même sillage-là concernant les fêtes de fin d'année, je lisais sur un réseau social comme ça hier que si vous avez été célibataire de janvier à novembre, ce n'est pas en décembre que vous allez vous mettre en couple. Le diable veut jouer avec vos économies. Les fesses, donc, les fesses attention aux fesses de fin d'année. Voilà. Il est temps à présent de retrouver celle qui nous donne des conseils pour avoir, pourquoi pas, des fesses fermes et bien galbées. Oui. Il s'agit du coach Karl Kadi pour la gym. Pour la fin d'année. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue à votre dernière émission de sport de la semaine. Moi, c'est Coach Kadi. En arrière, vous avez mes collaborateurs. On va essayer de vous faire transpirer le plus qu'on peut. On va continuer sur notre lancée de mouvement de Strong Zumba. Alors aujourd'hui, on va travailler principalement les jambes. Donc, ça risque de faire un peu mal, ça risque de brûler, mais l'objectif, c'est d'être en forme. Alors, on va commencer par des petits échauffements. On va garder les bras le long du corps. On va faire des petites rotations des épaules. Tout doucement, rotation vers l'arrière. On essaye de se tenir le plus droit possible, n'est-ce pas? De garder les abdos contractés. On va écarter un tout petit peu les jambes. On va se pencher d'un côté. On pousse les fesses vers l'arrière. On descend. On revient dans le milieu. On change de côté. On pousse les fesses vers l'arrière encore une fois. On respire. On revient tranquillement. On va ramener les jambes écartées à la largeur des hanches. On va faire des petits squats. On descend tout doucement. On va en faire 2 autres. Et à la dernière, on va rester en bas. 5, 4, 3, 2, 1. On remonte tout doucement. On remue les jambes. Excellent. Alors, quand vous êtes prêts, on va partir ça. On marche. On va commencer par des petits sauts jambes ouvertes. Et c'est parti. On ramène les jambes, on repart. Tout doucement. On se réveille, n'est-ce pas? Et on continue. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, l'option, c'est d'ouvrir les jambes de chaque côté. Pour les autres, saute. On ouvre. Une jambe en arrière, fente arrière. Tout doucement, on tourne, squat. On revient vers l'avant, on descend. Tourne. On pense à garder le poids sur les talons le plus possible. Encore. On revient. Tourne, dernière. Et on change de jambe, on repart. On tourne. On revient. On respire, tourne. Encore une fois, descend. Revient. Une dernière. On tourne. On revient et on marche. On relâche nos jambes. Allez, c'est parti. Squat, croise, squat, croise, squat, on lève. On lève. On essaye de garder les abdos bien contractés encore une fois. On descend, on croise. On descend, on croise. On reste en bas, lève. 4 fois. Même chose de l'autre côté. Squat. Et on croise, on lève. Dernière, descend, croise, descend, croise, descend, lève. Excellent tout le monde, et marchez. On respire, on récupère. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi votre émission. Ma semaine avec vous s'achève aujourd'hui et vous retrouverez Coach Fabrice dès le lundi. Merci et à la prochaine.
Merci coach Kadi en tout cas pour cette semaine pleine avec des exercices qui nous auront fait vraiment beaucoup de bien. Merci à vous également d'être là ce matin, très tôt ce matin. Merci de choisir RTI 1 pour vous réveiller. On ne le dira jamais assez, hein, chaque matin confié à Eva et à votre serviteur, votre réveil. Nous en faisons un matin plein de bonheur. Et puis on va aller maintenant, on va voir un petit souvenir. Hier, c'était le 7 décembre, on a parlé donc de FHB, donc la personnalité politique la plus en vue de notre pays depuis son indépendance, le président Félix Houphouët-Boigny. Très très bon reportage lui a été consacré sur RTI 1. Vraiment, c'était très bien avec des souvenirs. C'était magnifique. Et puis hier également, on fêtait le départ, on célébrait pardon, le départ d'une personnalité culturelle de notre pays, Marie-Louise Asseux. Et oui, ça fait déjà un an, c'est cela. Hein? Oui, un an déjà que cette grande actrice nous a quittés. Un an qu'elle nous manque, mais que ses œuvres demeurent éternelles. C'est, on dira cela, le mérite des artistes, c'est que les hommes partent, mais les artistes demeurent à travers leurs œuvres qui sont intemporelles. Absolument intemporelles. Ce qui vient, est-ce que ce sera intemporel? Est-ce que vous savez qu'il y a des hôtels pour chiens? Oui, des hôtels de luxe en plus pour chiens à New Delhi, c'est en Inde. No comment, sans commentaire. Alors, nos comments qui a, je ne sais pas si je dois dire ému ou choqué l'assistance ici en studio. Et Soro lui dit qu'il disait qu'il ne nous respectait pas. Bon, il faut savoir que dans certaines cultures, hein, dans certains foyers sans enfants, par exemple, et on le voit dans de nombreux reportages, des personnes considèrent vraiment leur animal domestique comme leur enfant. Et leur donnent tout. On a même vu des milliardaires léguer toute leur fortune à leur chien, à leur chat. L'acteur Benny Hill, par exemple, a légué toute sa fortune à son chien. Exactement. Donc, ce sont des choses qui arrivent. C'est vrai que nous, c'est choquant, mais bon. Voilà, on a du mal à comprendre, hein, parce que déjà, on a assez de mal à prendre soin des êtres humains qui sont dans le besoin. On comprend mal que des animaux... Mais cela dit, vous le ferez? Non, je ne crois pas. Non, du tout. J'en suis pas encore là. Moi, je connais quelqu'un qui nous suit en ce moment-là, qui vraiment pourrait faire cela. En tout cas, tellement cette personne adore les animaux. Alors, on rappelle que Christelle Akoussa signe la réalisation de ce dernier numéro de la semaine. Elle nous emmène à présent à travers les routes abidjanaises afin d'avoir le point de la circulation. Je dirais la route abidjanaise parce qu'on a une seule image très tôt ce matin. C'est bien sûr le boulevard Lagunet qui nous montre que l'Harmattan est une réalité, comme vous pouvez le constater sur ces images-là, avec salades d'eau douce qui ont tendance à diminuer un peu quand même. Oui, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins dense qu'en début de semaine. Peut-être que des travaux ont été entrepris pour en débarrasser la lagune, mais c'est pas trop tôt. Hein. C'est pas trop, ok. Et puis, jusqu'à la fin de l'émission, on aura d'autres routes avec la dextérité de nos équipes sur le terrain. Parlons de terrain, Eva. Qu'est-ce qui suit maintenant? On a bien sûr un reportage. Bien évidemment. Vous avez fait un tour à l'Hôtel Ivoire pour Ikaza 2017? Toujours pas. Toujours pas? Alors, décidément, franchement, je ne suis pas une très bonne élève. Je n'ai pas fait un tour au Sahara, Ikaza non plus, le sommet UAE non plus. Alors ne vous en faites pas, vous avez invité. Vous avez enfin, une belle circonstance atténuante. Suivez mon regard. Suivez mon regard? Okay. Ouais, il est là. Alors, la 19e conférence de l'Ikaza se poursuit donc à Abidjan. L'épilogue, c'est aujourd'hui, hein, au 3e jour de cette rencontre internationale. Il y a eu un panel sur le sida qui a été organisé pour échanger afin de trouver la meilleure approche. Comment parler sida en famille, parler du sida par rapport à la sensibilisation, un père à son fils, à sa fille, tout ça. C'était très, très intéressant. Et c'était donc avec Herman Niamia. La problématique du VIH-Sida, toujours d'actualité. Au cours d'un panel qui a réuni sur le même plateau le directeur exécutif de ONU-SIDA, le footballeur international ivoirien Gervinho
La première dame du Bénin et plusieurs jeunes, il était question pour eux de trouver des solutions à cette préoccupation mondiale. Car selon certains intervenants, les sujets sur le VIH-Sida sont très peu abordés dans les ménages. Il est donc aujourd'hui plus que crucial de trouver la meilleure approche pour en parler dans les foyers afin d'amener les plus jeunes et même les parents à prendre conscience de l'existence de cette maladie qui fait de nombreuses victimes. Le problème que nous avons aujourd'hui est un problème beaucoup plus complexe que seulement la transmission mécanique du sida. C'est un problème social. Il nous faut nécessairement faire en sorte que nos jeunes filles, nos femmes ne soient pas prises en otage par leur statut social. Il faut une transformation sociale, impliquer les religieux, impliquer les chefs de village, les chefs de communauté, les politiques, mais aussi il faut changer notre système d'éducation pour faire en sorte que l'éducation globale à la sexualité devienne une réalité. Mais sans la jeunesse, sans l'implication de la jeunesse, on n'en gagnera pas contre le sida. Ce point de vue du directeur exécutif de ONU-SIDA est approuvé par Gervinho, lui-même ambassadeur de ONU-SIDA, avant d'inviter la jeunesse à adopter un comportement sexuel responsable. Notre rôle en tant qu'ambassadeur, même avec le directeur Michel, c'est de sensibiliser les jeunes ivoiriens ou africains à prendre des précautions parce qu'ils détiennent eux-mêmes la vie. Je pense que la vie est importante. Donc voilà, pour pouvoir vivre paisiblement, il faut prendre des précautions, à se protéger, à le faire. Même si on sait que c'est difficile parfois. La plupart des jeunes eux-mêmes ont pris conscience de ce fléau. Et à cette rencontre, ils l'ont clairement démontré en faisant des propositions pertinentes. La meilleure approche pour faire comprendre aux jeunes l'existence du sida, je pense que c'est l'organisation de tels événements où on regroupe des jeunes qui viennent s'exprimer. Il faudrait faire des campagnes de sensibilisation à l'école, vendre des préservatifs à l'école. Par exemple, pour l'école primaire, il faudrait parler dès le bas âge aux enfants, pour leur parler de la maladie, pour leur dire que ça existe, pour que dès là, ils commencent à se protéger s'ils veulent avoir des rapports sexuels. J'aimerais beaucoup inviter les parents, surtout les parents, pour pouvoir communiquer avec leurs enfants sur la sexualité. Et leur dire que le VIH existe. Leur dire aussi de faire beaucoup attention et d'utiliser aussi les préservatifs pour ceux qui sont sexuellement actifs et ceux aussi qui ne sont pas sexuellement actifs, qui s'abstiennent jusqu'au mariage. Oui, j'utilise les préservatifs systématiquement parce qu'il le faut. Et vu que tout le monde ne se déplace pas avec son test sérologique, on ne peut pas faire confiance à 100% et on est censé utiliser le préservatif en même temps. Moment d'échange et de partage d'expériences, les jeunes se sont engagés à intensifier la sensibilisation dans leurs différents milieux afin d'amener les plus sceptiques à changer de comportement. Voilà, les jeunes et la jeunesse doivent être au cœur de la sensibilisation si nous voulons atteindre cet objectif de 90-90-90 dont parlaient donc nos invités hier sur ce plateau. Il était question de comportement sexuel responsable, Marco. Comment vous le comprenez? Un comportement sexuel responsable, c'est avoir le sens de la réalité. Quand on ne peut pas tenir, normalement c'est l'abstinence. L'abstinence, quand on ne peut pas tenir, préservatif. Personnel, ça c'est mon avis personnel. Voilà. Fidélité avant. Pardon? Fidélité? Non, je dis qu'il faut être réaliste. Donc la fidélité n'est pas dans vos réalités? Non, je dis qu'il faut être réaliste. Si, ça fait partie de la réalité. Mais puisque nous sommes dans un monde et que notre très chère sœur Fatim DJ a parlé tout à l'heure de fesses de fin d'année, donc il faut... Non, tout ça pour rire, pour dire qu'il faut avoir la précaution de tous les instants. Exactement. Voilà. Et être irréprochable comme les personnes sur ce plateau. Tout à fait. Modèle pour la société. Elle est installée pour la revue de presse People, c'est Fatim DJ. Avec le Figaro qui propose les moments clés de la vie de celui qui restera éternellement l'idole des jeunes. Et oui, Johnny Hallyday est mort dans la nuit de mardi à mercredi. De son vrai nom, Jean-Philippe Smet, il est né le 15 juin 1943 à Paris. En 1956, première scène en famille à Copenhague. En 1960, Lynn Renaud lui ouvre les portes de la télévision. Son premier passage prend des allures de scandale. Johnny chante « Laisse les filles » et il se roule par terre.
En 1966, l'idole tombe de son piédestal. Les ventes de disques baissent et les spectateurs, boudent ces galas. Déprimé, le chanteur tente de se suicider, mais signe du destin, la chanson Noir c'est noir, vous connaissez la suite, Il n'y a plus d'espoir, sort dans les bacs et sera donc l'un de ses plus grands tubes. Et il connaîtra le succès jusqu'à cette semaine, lorsqu'il nous a quittés. Également disparu cette semaine, Jean d'Ormesson, à qui la France va rendre hommage. Et oui, Emmanuel Macron présidera un hommage national à l'écrivain Jean d'Ormesson ce vendredi 8 décembre à l'hôtel des Invalides à Paris, a fait savoir l'Élysée. L'écrivain est mort d'une crise cardiaque dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 92 ans à son domicile de Neuilly. Le président de la République avait rendu un vibrant hommage mardi à l'académicien dans un tweet. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, en disant que c'était le meilleur de l'esprit français, un prince des lettres. Alors c'est aussi l'occasion plus proche de nous d'avoir une petite pensée pour notre très chère Marie-Louise Asseux qui nous a quittés il y a maintenant 1 an. Cette immense actrice ivoirienne et donc n'est plus. Et l'occasion de lui rendre hommage et de dire qu'on pense très fort à elle et qu'elle nous manque. AbidjanShow.com revient sur la prestation de DJ Arafat au Bataclan. Arafat a osé, Arafat a réussi. Le concert de l'artiste ivoirien au Bataclan a finalement tenu toutes ses promesses, même si la salle n'était pas entièrement remplie, il faut le dire. Arafat a assuré sur scène, nous dit l'article. Et il n'était pas seul. Vous allez voir la photo de Claire Bailly qui l'a accompagné lors de ses prestations. Vous la voyez, tout de rouge, vêtue. Alors, on parle aussi de Claire Bailly dans la page Papatoya de Beach. Désolée pour l'accent, qui va apparaître. Et oui, elle n'est pas du tout contente contre Serge Beno. Ce dernier l'a traité d'hypocrite depuis qu'elle a fait la première partie du concert d'Arafat au Bataclan. Et elle lui répond « Réglez vos trucs, mais enlevez-moi dedans. Je me suis rendue à son concert avec plaisir. » On passe au Goumin Goumin de Nelly Jouma. Alors, son premier mari l'a laissée parce qu'il n'aimait pas qu'elle sorte pour aller chanter. Ils se sont séparés. Son deuxième mari aussi n'aimait pas son statut de chanteuse. Ils se sont séparés et Nelly Jouma est restée seule avec sa fille. Selon la chanteuse, que je cite, « Ça n'a pas marché pour moi parce que mes ex et moi n'avons pas beaucoup de choses en commun. Désormais, je ne ferai plus de sacrifices pour un homme », a-t-elle dit. Yako. Il était temps de le comprendre. Et pour finir, la caricature de la semaine. Pardon ? Alors, vous allez voir cette caricature. On voit donc une femme qui se baisse pour ramasser quelque chose en plein jour, visiblement. Et on peut dire qu'elle a le potentiel pour passer le concours Miss Aoulaba. Mais les hommes qui sont autour d'elle passent de manière indifférente. Et à la nuit tombée, elle est toujours dans la même position et elle dit, agacée, « Tchè, avoir pointeur dans décembre, dur des... » Décidément. Quelle belle image de la femme. Les fesses de fin d'année. Les fesses de fin d'année, ça chauffe. On revient toujours à ça. Qu'est-ce que vous avez ce matin, Fatima, avec tout ce qui est rondeur, tout ça? Franchement. Ce n'est pas moi, je ne fais que retranscrire ce que je vois. Bon, attends, je vais bien me tenir sur mes fesses et on va continuer cette émission. Merci beaucoup. Merci, Miss JJ. Alors, on vous rejoint on vous retrouve tout à l'heure dans le cadre, bien sûr, de la revue de presse dite classique. Alors, nous n'allons pas oublier aujourd'hui, mesdames et messieurs, que c'est la journée mondiale du climat ou journée mondiale contre le changement climatique. Vraiment, il faut faire attention à toutes nos actions par rapport au réchauffement climatique. Tout ça, c'est une réalité dans nos pays. On ne le dira jamais assez. Nous allons aller maintenant du côté avec Nessie Ndri, c'est ça, hein, Nessie? Nessie Ndri, la ravissante, là. Vraiment, c'est la plus belle de ce plateau, toutes tendances confondues. Et je le dis, je l'assume, même si après je serai empoisonné par le regard de ma voisine. Omelette campagnarde, dégustez le menu proposé par la ravissante et sublime Nessie Ndri. Eva, Marco, téléspectateurs de Matin Bonheur, bonjour et bienvenue dans votre rubrique diététique avec notre diététicien maison, Dr Kwasi. Bonjour. Bonjour, Nessie, ça va? Oui, ça va super bien. Alors, tu es toujours ravissante. Grâce à toutes vos recettes. Merci beaucoup. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que vous nous proposez? Une omelette campagnarde. Super. Alors, pour faire notre omelette campagnarde, il nous faut quoi? Tout simplement des œufs. Des œufs.
de l'huile. Oui. À défaut d'huile, on peut prendre de la margarine. D'accord. Des champignons, épinards, du lait, quelques épices. C'est-à-dire pour assaisonner du sel et puis du poivre. Et toujours le piment. Le piment. Ça, c'est facultatif. Voilà. Maintenant, cette omelette campagnarde, on peut agrémenter avec d'autres éléments tels que l'épinard, tels que le persil, la menthe. Mais ici, on a pris les épinards. Les épinards et également du fromage. Du fromage, tout ça là. Après la cuisson, nous mettons un peu de gruyère là-dessus pour agrémenter l'omelette. L'omelette. Et on a aussi du lait. Bien, je fais toujours l'omelette avec du lait pour rendre l'omelette onctueuse. Voilà. C'est moelleux, ça devient moelleux et elle est onctueuse et agréable à manger, ça fond dans la bouche. D'accord, j'aimerais bien tester. Oui, on verra ça tout à l'heure. On commence par quoi? Ben, nous allons d'abord trancher les champignons, voilà, finement. D'accord. En lamelles, comme on le dit. Comme ça. Voilà. Alors, pour obtenir une bonne omelette, il faut savoir battre l'œuf correctement. Plus l'œuf est bien battu, plus on obtient une belle omelette. Voilà. On va ajouter du lait. Du lait. On va nettoyer le trop-plein de lait. C'est versé là. Juste nettoyer avec le soupe à lait. On va passer à la cuisson. À la cuisson. On ajoute ensuite, les champignons. Les champignons. Alors, il faut laisser cuire un peu. Il faudrait qu'on sache exactement à quel moment il faut manger les œufs. Parce qu'il y a des personnes qui posent souvent la question de savoir, on m'a dit, j'ai le cholestérol et on m'a dit de ne pas manger les œufs. Effectivement, les œufs contiennent du cholestérol, mais c'est du bon cholestérol. Mais il ne faut pas en abuser. On peut consommer les œufs au moins 3 à 4 fois dans la semaine. C'est bon pour la santé, surtout pour les enfants. C'est conseillé, même pour les grandes personnes. Mais évitez des œufs déjà cuits la veille. Alors, on va ajouter les épinards. Voilà. C'est vraiment une nouvelle façon de consommer les épinards. Les enfants aiment bien les omelettes avec les épinards. Pour les enfants qui refusent de manger des légumes, il faut toujours incorporer les légumes dans ce genre de préparation. Voilà, ça permet aux enfants de consommer. D'accord. Alors, on va verser notre omelette. Toute baveuse. Oui. Elle a l'air tellement délicieuse et l'odeur qui remonte à moi. On peut faire des omelettes sous toutes ses formes. Et c'est un repas vraiment rapide. C'est un repas délicieux et puis en même temps nourrissant. Alors, on va déguster. On va déguster. Voilà. Là, ça, c'est le fromage qui agit. Voilà. Voilà. Avec du pain. Avec du pain. Oui. Alors, comment tu trouves?
c'est excellent. On a l'impression d'avoir de la viande à l'intérieur. C'est ça, oui. C'est l'effet du champignon. C'est l'effet du champignon. C'est sûr qu'on fait des jaloux en ce moment sur le plateau de Matin Bonheur. Marco, je suis juste en train de tester. J'ai vu comment on fait cette recette-là. Et dès que tu sors du plateau, juste après l'émission, tu retrouveras ton omelette campagnarde sur le bureau, dans le bureau de Matin Bonheur. Oui, ça c'est promis. Hein? Promis, promis. Marco, franchement, c'est promis. Eva aussi. Hein? Voilà, Eva, on ne va pas t'oublier. Et toute l'équipe, toute l'équipe. Avec une bonne tasse de café et de chocolat. Bien mangé. Ça fait du bien. Visite historique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Sassandra, dans la région du Boclé. Le ministre Philippe Légré, président du conseil régional du Boclé, l'honorable Basile Freibo, député de Sassandra, et M. Claude Roger Abenou, maire de la commune de Sassandra, invitent les fils et filles de la région du Boclé à assister à la cérémonie de pose des premières pierres du débarcadère et du nouveau marché de Sassandra par son excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du budget, chef du gouvernement. Ce vendredi 8 décembre à 9h, population des départements de Sassandra et de Fresco, venez saluer les actes de développement du gouvernement et rendre un hommage mérité au président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. Le ministre des Infrastructures économiques informe l'ensemble des usagers de la route que dans le cadre du projet de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au niveau du carrefour Solibra, l'entreprise procédera au basculement du trafic du boulevard VGE sur les voies de déviation du samedi 9 au lundi 11 décembre 2017 selon le chronogramme suivant. Samedi 9, 6h-16h, réduction VGE sens Trècheville-Marcory et de 6h au dimanche 4h du matin, fermeture du boulevard du Canal. Dimanche de 4h à 6h, fermeture complète du carrefour Solibra et de 6h au lundi 5h du matin, fermeture accès Solibra par le boulevard de Gaulle et le boulevard du Canal. Doussou Bakayoko en concert live, vendredi 8 décembre 2017 à 20h au centre culturel de Ferké, samedi 9 décembre à 20h au centre culturel de Katiola, samedi 16 décembre à 16h au complexe d'Anyama, dimanche 17 décembre à 16h au centre culturel d'Abobo. Artistes invités, Yola, et Saïrabi. Infoline 07 91 26 62 40 03 30 85. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera sous un ciel chargé de fines particules de poussière dans la partie nord. Par ailleurs, la bande centrale connaîtra des réductions de visibilité suite au brouillard. Avec le lever du soleil, ce phénomène se dissipera pour donner un ciel nuageux. Le littoral verra de nombreux passages de nuages bas suivis d'averses matinales par endroits. Température prévue pour la matinée, nous aurons 24 degrés à Abidjan, à Diaké 24 degrés, Bondoukou 22 degrés, la ville de Boaké marquera 22, il fera 21 degrés à Daloa, Dimbokro 22 degrés, Gagnoa 22 degrés, Korogo 20 degrés, Montmarquera 22 degrés, la ville de Diéné marquera 21 degrés, San Pedro 24 degrés, les villes de Sassandra et Tabou 23 degrés et Yamoussoukro 25 degrés. L'après-midi sera perturbé dans la partie nord avec de fortes concentrations de poussière sur le nord. Le ciel sera trouble dans ces régions. En descendant vers les régions plus au sud, le ciel sera un peu influencé par des poussières en altitude et sur le littoral, les nuages seront encore nombreux avec quelques pluies par endroits. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan comme à Diaké. La ville de Bondoukou marquera 34, il fera 34 degrés également à Boaké. Daloa 32 degrés, Dimbokro 34 degrés, 32 degrés sur la ville de Gagnoa, Korogo 34, Mont affichera 32 degrés, Odiéné 34 degrés. Les villes de San Pedro et Sassandra marqueront 32 degrés, il fera 30 degrés à Tabou et Yamoussoukro 33 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est arrivé hier jeudi en Égypte, précisément à Sharm el-Sheikh, pour prendre part au Forum Africa 2017. Une rencontre qui vise à faire la promotion de la coopération Sud-Sud. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Les députés ivoiriens veulent savoir ce qui se passe dans la filière café-cacao. Pour ce faire, ils ont invité le ministre de l'Agriculture à se prononcer sur des questions liées à la filière, la fuite du cacao ivoirien vers les pays limitrophes, l'utilité du conseil café-cacao, etc. Autant de sujets sur lesquels le ministre de l'Agriculture a apporté des éclaircies. Le compte-rendu de Michel Digré. Question orale avec débat sur la filière café-cacao. L'initiative est du groupe parlementaire Vox Populi et c'est le député Martin Bolo qui plante le décor de l'exercice. Le groupe parlementaire Vox Populi voudrait évoquer avec vous, monsieur le ministre, outre le problème de la rémunération des agriculteurs, ceux relatifs, 1. à la quantité non négligeable de notre production de cacao qui prend la direction de certains pays limitrophes, 2. au Conseil café-cacao. 2 heures pour convaincre le ministre de l'Agriculture se prononce sur les interrogations des députés. On leur a expliqué que la fuite du cacao vers les pays limitrophes est un phénomène qui est connu dans un sens comme dans l'autre. Et que si on fait le point, très souvent, il y a eu plusieurs années où le cacao du Ghana est plutôt venu vers la Côte d'Ivoire. Mais fort heureusement, nous avons maintenant une convergence, non seulement de vue entre les deux pays grâce aux 2 chefs d'État, mais aussi nous avons décidé d'aborder de commun accord le marché international pour mieux peser sur le prix international, ce qui va permettre d'éliminer cette disparité de prix entre les deux pays. S'agissant de l'importance du conseil café-cacao dans la filière, le ministre Sangafoua rassure. Ils ont bien noté que c'est grâce au conseil du café-cacao que nous avons enregistré les bons résultats des 4 dernières années et que c'est grâce justement à cette réforme qu'il y a un prix stable désormais qui est servi aux producteurs. Les députés sont également satisfaits des éclairages apportés sur d'autres sujets liés à la filière. Quand il a abordé la question des fonds de réserve, qui, selon la rumeur, cet argent n'avait pas été utilisé sciemment. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il a expliqué, c'est un fonds qui a été réactivé, mais qui ne pouvait pas vraiment suffire à tous les niveaux. Secondo, il y a une question où on parle de la surproduction, puisqu'on nous dit que la crise actuelle est due à un problème de surproduction. Et le ministre a été très clair, il a dit que c'est vrai qu'il y a la surproduction, il y a la production, mais il faut peut-être chercher des solutions ailleurs. Plutôt que de peut-être d'arrêter la production, il faut plutôt faire la promotion de la consommation dans les pays émergents et cela va pouvoir donc impacter la demande. Et comme nous sommes sur un marché fondamental lié par l'offre et la demande, si la demande augmente, c'est clair que les prix vont augmenter et les producteurs vont pouvoir donc jouir du fruit de leur labeur. Reportage signé Michel Digré. Les acteurs de l'industrie ivoirienne de la noix de cajou et les institutions financières se sont réunis hier matin à Abidjan pour un forum de 2 jours sur l'accès au financement dans la transformation du cajou. Ce forum organisé par le groupement des industriels du cajou de Côte d'Ivoire, le GICCI, en collaboration avec l'Alliance africaine pour le cajou ACA, veut contribuer à une meilleure connaissance du secteur de la transformation de la noix de cajou par les établissements bancaires en vue de faciliter l'accès au financement et augmenter le taux de transformation par les entreprises locales. Les précisions de Cheikh Koné. Avec une production annuelle d'environ 700 000 tonnes, la transformation de la noix de cajou pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de créer au moins 200 000 emplois avec un revenu minimum de 1 440 milliards de francs CFA par an. Cependant, nous n'en sommes pas encore là, car le pays ne transforme à ce jour que 10% de sa production annuelle. En cause, la question de l'accès au financement.
Nous essayons, à travers toutes les initiatives du gouvernement, d'accompagner le ministère de l'Industrie et le Conseil coton en ACAD en vue d'atteindre cet objectif-là, qui est de 50% de taux de transformation en 2020. Et le nerf de la guerre étant le financement, nous avons pensé qu'il était bon de réunir sur une même place les banquiers et les transformateurs en vue d'avoir tous une meilleure compréhension du secteur d'activité. La tenue de ce forum sur l'accès au financement pour la transformation de l'anacarde va permettre aux institutions financières d'avoir une meilleure compréhension du secteur de la transformation afin de proposer des produits financiers plus adaptés. Le thème de cette rencontre est assez évocateur. Il parle de difficultés d'accès au financement. À quel niveau ont-ils des difficultés? Et nous saurons, en fonction de cela, adresser justement ces difficultés en leur exposant également les nôtres. Pendant 2 jours, les participants du forum vont réfléchir sur plusieurs mécanismes innovants de financement, en particulier la prise en compte du facteur risque dans le secteur de la transformation. Oui, reportage signé donc Cheikh Koné. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME était hier jeudi au marché Gouraud d'Adjamé-Saint-Michel pour s'enquérir de l'état d'approvisionnement de ce marché réputé pour être l'un des greniers du district d'Abidjan. Avec les vendeuses, il s'est entretenu sur la question de la volatilité des prix des denrées de grande consommation à la veille des fêtes de fin d'année. Notre reporter Jean-Louis Gbangbo était avec lui lors de cette visite. Marché Gouraud à Adjamé-Saint-Michel. Ce matin, Germaine, vendeuse de bananes, reçoit un client inhabituel à son étal. Ceux qui quittent en brousse là, eux vendent en gros. 4 régimes de bananes à 5 000. Maintenant, quand les gens viennent acheter, ils achètent régime par régime? Non, il y a d'autres qui payent par régime. Il y a d'autres qui veulent en détail. Cette visite qui se voulait inopinée au départ s'est transformée en véritable bain de foule pour le ministre en charge du commerce. Je suis content de voir le ministre de venir dans le marché Gouraud pour voir ce que les femmes font. Toucher du doigt les réalités des vendeuses, s'assurer de l'approvisionnement du marché, mais surtout veiller à la stabilité des prix, tel était l'objectif du ministre Souleymane Diarra Souba. La Côte d'Ivoire a une économie libérale, donc c'est généralement la loi de l'offre et de la demande. Mais dès lors que l'offre est abondante, je pense que les Ivoiriens n'ont pas de soucis à se faire concernant les prix qui sont pratiqués. Parce que les commerçants savent que c'est mieux de pratiquer des prix qui soient abordables pour que leurs produits puissent se couler avec une vitesse de rotation qui soit très accélérée. Les vendeuses, elles s'attendent à des retombées positives de cette visite. Aujourd'hui, le ministre vient de vive voix nous dire que le gouvernement a mis 5 milliards à la disposition des femmes pour aider les femmes du secteur informel. Vraiment, c'est une nouvelle qui nous met vraiment en joie. Des projets structurants que le ministre Diarra Souba compte mettre en œuvre afin de renforcer la contribution du commerce à la richesse nationale et à la création d'emplois. Les personnes vivant avec le VIH, les travailleuses du sexe, les anciens drogués, en somme des personnes marginalisées par la société, susceptibles de côtoyer plus facilement le sida, et cela à tort ou à raison, ont à ce 19e ICASA la possibilité de réfléchir et d'échanger sur leurs difficultés. Et pour les accompagner dans cette lutte contre la stigmatisation, plusieurs acteurs, dont des religieux. Notre reporter Franck Quadio a promené sa caméra au village communautaire de l'ICASA. Son compte rendu donc. Une activité classique du village communautaire. Face à des panélistes, la question du sida en milieu scolaire abordée. La pandémie et ses conséquences dans le tissu social. Plusieurs ateliers pour élargir le partage des différentes expériences. Dans celui-ci, c'est le réseautage et les discussions sur l'accès au traitement. Nous travaillons avec les réseaux de personnes vivant avec le VIH dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest. Et ces réseaux ont la responsabilité de mettre en place des observatoires nationaux. L'observatoire régional est basé en Côte d'Ivoire et à partir des données que nous collectons, nous identifions des agendas de plaidoyer pour un meilleur accès au traitement. Mégaphone pour mieux porter le message, petit groupe et B2B. Travailleuses du sexe, ex-consommateurs de drogue, les personnes vivant avec le VIH, bref, différentes couches sociales fragiles auxquelles veut s'intéresser cette ONG composée de religieux. Un principe pour nous, c'est que c'est ce qu'ils font que nous n'aimons pas. Sinon, eux-mêmes, nous les aimons. Donc nous disons aux gens, il ne faut pas les stigmatiser, il faut les approcher. Sûrement que
le discours que nous avons eu, les conseils que nous avons eu, ils n'ont pas eu le même conseil. Donc il faut les approcher, il faut parler avec eux, il faut échanger avec eux. Main tendue et témoignage, le visage humain de la maladie. Une réalité renforcée ici. Et de 5 pour Cristiano Ronaldo. Sans surprise, le Portugais a reçu ce 7 décembre le Ballon d'Or 2017 qui récompense son année exceptionnelle. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo était le grand favori à sa propre succession. Messi et Neymar complètent le podium. Ronaldo est désormais le joueur le plus titré à égalité avec Messi. Avec 5 récompenses chacun, ils ont totalement dominé la décennie. Et cela pourrait encore durer. Les ogres Messi et Ronaldo en ont encore sous le pied, à moins qu'un certain Neymar vienne perturber ce duel. La Coupe du Monde par équipe de taekwondo s'est achevée le mercredi 6 décembre dernier, ici même à Abidjan, au Palais des Sports de Treichville. Les équipes ivoiriennes, masculines et féminines ont terminé à la 3e place, synonyme de médaille de bronze pour les 2 équipes nationales. La Chine, elle, a arraché l'or chez les dames quand les Iraniens montaient sur la plus haute marche du podium chez les hommes. Le point avec Oda Legbe, RTI Sport. Après 2 succès devant le Niger et la Chine, la Côte d'Ivoire, au niveau des hommes, a buté 44-73 face à la Russie en demi-finale. Chez les dames, la seule victoire sur les États-Unis n'a pas suffi. Elles ont aligné 3 défaites par la suite. Le bronze, la médaille décrochée donc par les équipes ivoiriennes et les équipes marocaines. Cissé étant blessé n'a pas pu être là avec les garçons. Et sans compter à Nice, Georges, on a eu plein de blessés et la Côte d'Ivoire termine sur les 2 podiums 4e. Donc je pense que c'est un résultat à prendre. Devant des Coréennes hésitantes, les Chinoises n'ont pas tremblé. Elles dominent le combat 49-42. La Chine est sacrée championne du monde 2017. Chez les hommes, l'Iran avait aussi pour adversaire la Corée. Les Iraniens, mieux affûtés, ont enlevé le gain de la partie sur le score de 55-39. Comme en 2013, la Côte d'Ivoire a été au-delà des attentes de la World Taekwondo Federation. Et c'est à sa manière que Maître Bomba Cheikh Daniel a exprimé sa satisfaction. Une compétition expérimentale de combat par équipe mixte a été respectivement remportée par la Chine, la Russie et la Corée. Et puis, actualité internationale pour refermer ce journal. Une centaine de blessés sont à déplorer hier jeudi dans des manifestations dans les territoires palestiniens et à Jérusalem. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère après la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump. Ce vendredi est aussi une journée sous tension. Elle pourrait donner lieu à des affrontements entre manifestants et forces israéliennes à l'issue de la prière hebdomadaire. On disait sa récente élection au poste de sénatrice un rempart aux ennuis judiciaires. En Argentine, la justice a ordonné hier l'arrestation de l'ex-présidente Cristina Kirchner. La mise en examen et la demande de détention de Cristina Kirchner font suite à l'accusation qu'avait lancée contre elle le procureur Alberto Nisman peu avant sa mort mystérieuse en janvier 2015. Nisman avait alors accusé l'ancienne présidente d'entrave dans l'affaire de l'attentat contre la mutuelle juive Amia qui avait fait 85 morts en 1994. C'est la 4e mise en examen de l'ancienne présidente. Les 3 autres correspondent à des affaires de corruption. Merci de nous avoir suivis. Merci Hamza. Merci Eva, merci Marcella. Diaby, qu'on retrouve aux 13h aujourd'hui. Tout à l'heure, oui. Demain, dimanche et encore lundi. Et la semaine vous prochaine. Vous sponsorisez la chaîne, au fait, en matière d'information, c'est bien. Bien, bon courage à vous. Merci. Dans quelques instants, donc, Fatim Djedje sera de retour pour la revue de presse classique, on dira. Et puis, notre invité, Yacouba Doumbia, qui parlera des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, est déjà dans ce studio. Il sera installé dans quelques minutes à peine. Pour l'heure, Fatim Djedje nous propose sa sélection d'articles de presse pour aujourd'hui. Elle sera plus sage cette fois. Et ce matin, la presse évoque la situation du Front populaire ivoirien. Selon l'Inter, le domicile de Léon Monnet Emmanuel, ex-ministre des Mines,
de l'énergie et du pétrole sous l'ancien président Laurent Gbagbo a été perquisitionné mardi 5 décembre 2017 à Adzopé. Alors la direction du FPI, tendance Aboudraman Sangaré, assimile un tel acte à une attaque. Son porte-parole explique les faits dans une déclaration dont je vous fais part. Ce mardi à 3 h du matin, un commando d'au moins 24 éléments en tenue militaire, lourdement armés, à bord de 4 pick-up, se réclamant des forces armées de Côte d'Ivoire, a fait éruption au domicile privé du ministre Monet Léon à Adzopé après avoir escaladé la clôture. Puis une fois à l'intérieur du domicile, ils ont fracturé les portes, les placards et les plafonds. Ils ont ensuite estorqué de l'argent sous la menace de leurs armes aux parents du ministre trouvés sur place. Selon eux, ils étaient à la recherche d'armes, soutient la déclaration. Un autre fait concernant aussi le FPI est relaté cette fois-ci par l'Expression. Nous apprend que Achille Niaoré, le président des Agora et Parlement populaire proche des caciques du parti, a choisi de réconcilier par tous les moyens les deux frères ennemis, à savoir Sangaré Aboudraman et Afin Guessan. Alors depuis 2 semaines, ce partisan de la théorie de Gbagbo ou rien a décidé d'entreprendre une caravane de réconciliation qu'il a lancée depuis Yopougon. Mais une fois arrivé à Gagnoa, dans la ville natale de l'ex-chef de l'État, la caravane d'Achille Niaoré a passé un très mauvais quart d'heure. Une horde de jeunes gens de la ville, pourtant proche du parti, l'ont frappé et chassé des lieux. Selon Allopolis, un faux magistrat a été interpellé et condamné. Et oui, et c'est Kwadio Kra qui était à la barre ce 27 novembre pour avoir pris 500 000 francs aux parents d'un détenu de la Maca. Il a fait croire à ces derniers qu'il était magistrat et qu'il pouvait donc libérer le parent détenu. Lors de son procès, la juge l'interroge. « Vous dites que vous êtes magistrat ?» Le prévenu, tête baissée à la barre, est resté muet à cette question. Elle relance, « C'est vous qui aidez les gens ici? Vous êtes avocat ?» a-t-elle interrogé la procureure. Alors, incapable de répondre, Kwadio Kra a été condamné à 1 an de prison à la Maca, en espérant qu'il ne tombe pas sur celui qui l'a floué. Et Jeune Afrique revient sur le voyage de Johnny Hallyday en Afrique. Nous sommes en mai 1968. Johnny Hallyday est en Afrique pour sa 3e tournée sur le continent. Elle doit le mener à Dakar, Niamey, Ouagadougou, Kinshasa, Yaoundé et Fort Lamy, qui est l'actuel N'Djamena. Mais au Cameroun, Johnny Hallyday sera expulsé après avoir frappé dans une bagarre le ministre centrafricain de la fonction publique qui se trouvait là. À l'AFP, il livre sa version des faits. Il nous dit « Un type que je ne pouvais évidemment pas connaître a dit des choses désagréables à notre sujet, notamment parce que nous avons les cheveux longs. Il m'a bousculé, j'ai protesté, puis il m'a empoigné en déchirant mon polo. » Donc, selon Johnny Hallyday, c'était de la légitime défense. Le rocker sera expulsé le jour même du Cameroun et devra annuler son concert. Et il dira « Je n'en voudrais jamais au peuple camerounais ». Et pour l'insolite, un exemple à ne surtout pas suivre. Et ça se passe en France. Un tout jeune conducteur, voulant fêter cette bonne nouvelle, a décidé d'aller dans un bar à vin. Et en rentrant chez lui, il est tombé sur les militaires. Il n'a pas voulu s'arrêter à un simple contrôle de police. Il s'est retrouvé avec 1,39 g d'alcool dans le sang. Le précieux et tout nouveau sésame a été expédié à la préfecture qui va le suspendre en attendant, bien sûr, sa convocation devant le tribunal. On ne le dira jamais assez. Boire ou conduire, il faut choisir. Exactement. Merci. Et puis, Miss Djedji, on vous retrouve dimanche, comme tous les dimanches, sur Radio Côte d'Ivoire pour Ailleurs dans le monde. Tout à fait. Et ce dimanche, on parlera bien évidemment de la guerre au Yémen qui dure depuis 2 ans et puis l'assassinat de l'ex-président. On reviendra aussi sur les velléités sécessionnistes au Cameroun et puis on parlera bien évidemment de la décision de Donald Trump sur Jérusalem. Tout ça, c'est dimanche à 9h05 sur 88.00. Voilà. Bon week-end à tous. Enfin, le marathon est terminé. Ça y est. Titrologie, revue de presse, people, revue de presse classique. Ça y est, je suis libérée. Oui, libérée. Délivrée. Merci Fatima, on vous retrouvera, ne pavoisez pas trop vite, on vous retrouvera lundi, toujours à la tâche. Merci à vous également, si c'est seulement maintenant que vous nous prenez en marche, vous êtes sur RT1 en direct, en intégralité, en inédit, avec Eva Amani et... Marcelin Govoy. Et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. La suite de ce rendez-vous, c'est bien sûr astuces et conseils. C'est comme ça tous les vendredis. Aujourd'hui, nous allons, à l'instar des autres jours, parler d'un problème, de petits soucis comme ça du quotidien. Par exemple, comment faire pour nettoyer la semelle de fer à repasser? Tout un programme. Regardez.
Repasser un vêtement avec un fer à repasser dans la semelle sale va forcément tacher votre vêtement. Alors, pourquoi prendre ce risque quand il est si facile de nettoyer votre fer à repasser? Découvrons ensemble quelques astuces rapides à mettre en pratique pour le nettoyage de la semelle de votre fer à repasser. Astuce numéro 1. Nettoyez la semelle de votre fer avec un linge imprégné d'alcool. Passez ensuite un linge humidifié d'eau. Astuce numéro 2, le fer à repasser étant tiède, passez sur la semelle un chiffon imprégné de vinaigre blanc. Passez juste après ce nettoyage un linge humidifié d'eau afin de la rendre propre. Astuce numéro 3. Lorsque votre fer à repasser est tiède, frottez sur la semelle des lamelles de bougie. Imbibez un chiffon d'eau savonneuse et nettoyez la semelle de votre fer à repasser. Astuce numéro 4. Le citron, une autre astuce qui laisse une bonne odeur à la semelle de votre fer à repasser. Imbibez un chiffon doux de jus de citron et nettoyez la semelle de votre fer à repasser. Appliquez l'une de ces astuces que nous venons de vous proposer et donnez de l'éclat à votre fer à repasser. Wow. Voilà, des pratique, astuces très très pratiques. Vous qui aimez repasser, beaucoup repasser. Oui, ah oui, c'est une de mes passions, on va dire. Repasseuse en chef. Exactement, donc ce sont des petits soucis comme ça qu'on a au quotidien, on ne sait pas toujours comment s'en débarrasser. Et puis vous voyez qu'avec des méthodes très simples, de la cire de bougie ou encore du jus de citron, on arrive à rendre son fer à repasser nickel chrome, comme si on venait de l'acheter. Et c'est simple comme Simplice. Exactement, et clair comme Clarisse. Voilà, ce sont les prénoms de mes deux parents. Eh oui. Notre invité installé, M. Yacouba Doumbia, directeur cabinet adjoint du ministère de la Femme et de la Famille. C'est ça. Merci d'être en notre compagnie. Aussi. On parlera avec vous aujourd'hui des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Ces 16 jours d'activisme ont démarré depuis le 25 novembre. Prendront fin donc le 10 décembre à venir. Et ce sont des jours d'activisme sur le genre. Qu'est-ce que ça implique? Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Alors nous sommes effectivement en plein dans la campagne d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Vous savez, c'est 16 jours. Quand vous comptez bien, du 25 novembre au 10 décembre, ça fait 16 jours. Et ces 16 jours sont consacrés pas à des actions de routine, mais à l'activisme. Parce que nous sommes dans une campagne, nous l'avons appelée la campagne nationale. Donc à l'instar de toutes les autres campagnes, même les campagnes électorales, ça demande beaucoup d'action et de visibilité sur le terrain. C'est pourquoi nous faisons l'effort d'abandonner nos bureaux, les directeurs des cabinets, pour venir à vous, venir à toute la population pour donner des messages forts. Voilà. Mais cette année, je pourrais parler rapidement du thème. Le thème que nous avons retenu cette année porte sur le mariage des enfants. Vous voyez, le mariage des enfants fait partie des violences à l'endroit des femmes. C'est pourquoi nous disons que c'est une violence fondée sur le genre ou basée sur le genre, de l'expression genre dans le titre de l'activisme de toutes les années. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des chiffres? Parce que nous, ici, à Matin Bonheur, est-ce que vous avez des chiffres, des pourcentages par rapport au taux de mariage des enfants en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est légion? Est-ce qu'il faut tirer sur la sonnette d'alarme? Alors, je pense que nous ne pouvons pas vraiment combattre un phénomène efficacement sans nous référer souvent à des chiffres, mais sans tomber forcément dans le fétichisme des chiffres. Parce que les chiffres font partie souvent des contextes. Pour les mariages des enfants, je voudrais donner juste 2 chiffres majeurs. En Côte d'Ivoire, selon l'enquête de démographie et de santé de 2012, nous avons compris 2 choses. 12% des filles ont été obligées de se marier avant l'âge de 15 ans. 12%.
Mais 30% des filles de 18 ans sont déjà en mariage. Disons 36%, 36% pour être plus juste. 36% des femmes mariées avaient 18 ans avant de se marier. Eva, je vous vois. Voilà. Oui, oui, je suis... la question que je vais vous poser, c'est, vous avez dit qu'il ne faut pas exclure le contexte. Et c'est dans un certain contexte culturel. C'est vrai que certaines régions sont beaucoup plus touchées que d'autres. J'imagine qu'il faut associer à cela les chefs traditionnels, les chefs religieux, faire de la sensibilisation parce que ces personnes-là ne pensent pas toujours à mal en faisant ces mariages, vu qu'eux-mêmes ont été victimes, on dira, et trouvent la situation normale. Bien sûr. Alors, vous savez, les violences, de façon générale, les violences faites aux femmes et aux filles, notamment le mariage des enfants, font partie des pratiques traditionnelles ou des pratiques culturelles néfastes au développement et l'épanouissement des femmes. Alors nous avons scellé un pacte. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a scellé un partenariat très fort avec les partenaires nationaux et internationaux, mais surtout les guides religieux et les leaders communautaires. Depuis 2014, il y a un grand engagement qui a été signé solennellement par les imams, les prêtres, les chefs, disons les représentants. Cet engagement solennel nous aide aujourd'hui à dire que les chiffres, certes, sont de 2012, mais beaucoup de choses ont été faites sur le terrain en termes de sensibilisation pour comprendre que quand on aime un enfant, ce n'est pas pour le donner ou la donner en mariage, c'est pour l'amener à aller à l'école, à se développer dans un environnement sain et très sécurisé pour son avenir. C'est donc 16 jours d'activisme. Vous avez essayé de ratisser large, faire en sorte que tout le monde puisse être autour de ce thème-là. Je vois déjà sur le thème, les chefs traditionnels disent non au mariage des enfants, mariage d'enfants, tolérance zéro, la place de la jeune fille est à l'école, stop au mariage des enfants. Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème concret sur le terrain par rapport à ces problèmes, à la mise en œuvre effective de la politique de tolérance zéro? Qu'est-ce que vous Alors rencontrez? je pense que nous avons plusieurs acteurs sur le terrain. Vous voyez, nous avons le ministère de la Femme, ou disons d'autres ministères, comme le ministère en charge de l'Éducation, le ministère de la Justice, mais nous avons également les ONG. Les ONG aident l'État à développer, à faire comprendre des messages sur le terrain. La difficulté majeure, c'est qu'on n'arrive pas souvent à se rendre compte de tous les cas. C'est-à-dire, on est souvent informé au moment. Pour le jour J, j'allais dire le jeudi. Le jeudi, nous sommes informés la matinée qu'il y a une mariage qui doit se faire l'après-midi. Donc voilà, donc nous recourons à la force légale, régalienne, pour interdire ou intercepter, en tout cas, stopper ce genre de pratiques-là. Mais alors, si nous avons des communautés qui sont très actives sur le terrain, qui nous aident à dénoncer, à même anticiper, nous pouvons filer rapidement ou en tout cas retracer les auteurs et puis anticiper. Parce que l'essentiel, c'est de prévenir la pratique. Voilà, on ne pourra pas suffisamment réprimer, mais il faut toujours prévenir parce que c'est lié aux habitudes et les habitudes ont la peau dure. Et être là au bon moment surtout, pour éviter. Être là au bon moment. Et quand on parle de mariage des enfants, il ne faut pas omettre ou occulter le fait que cela s'accompagne très souvent de violences sexuelles, violences conjugales, parce que ces petites filles, bien évidemment, ne comprenant pas ce qui leur arrive, sont très souvent réfractaires aux assauts de ces hommes âgés qui deviennent par la force des choses leur mari et cela... leur bourreau en même temps. Leur bourreau en même temps. Alors, c'est vraiment une très bonne analyse. C'est une très bonne analyse que vous venez de faire. Marier un enfant de façon précoce, c'est la porte ouverte à plusieurs autres violences. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement l'acte sexuel, qui est déjà suffisamment traumatisant pour cette petite fille. Mais vous voyez, le mariage, c'est aussi une union entre deux personnes consentantes, mais qui doivent s'asseoir, réfléchir et discuter de l'avenir de leurs enfants. Mais figurez-vous, l'homme a 40 ans, sa femme, entre guillemets, a 12 ans. En a 12, il n'y a pas de discussion, il n'y a même pas de négociation de rapport sexuel, il n'y a pas de discussion au niveau de l'avenir des enfants. Et nous pensons que ce n'est pas vraiment son mari, c'est son bourreau.
C'est son bourreau, comme on a dit. Bourreau. Merci beaucoup et on espère que le message va porter et que toutes les couches sociales vont vraiment s'arrimer à ce programme très intéressant là, du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité qui était représenté sur ce plateau par son directeur de cabinet adjoint. Merci beaucoup à vous, M. Yacouba Doumbia. Nous souhaitons un très très bon week-end. Merci beaucoup. Et merci la de rester campagne n'est fidèle pas à terminée. La campagne continue. Absolument. Et nous comptons beaucoup sur les médias et la communication. Voilà. Bonne suite de campagne à vous. Merci à vous, mesdames et messieurs. Dans quelques instants seulement, nous allons connaître l'épilogue de cette émission. Et vous le savez, vendredi, c'est culture. Le thème est ainsi libellé. Le mime, le geste et parole. Quelle efficacité au théâtre. Nous aurons le grand plaisir, donc l'insigne honneur d'avoir sur cette scène de Matin Bonheur, Fargas Assandé, un artiste comédien parmi les plus talentueux et les plus efficaces de sa génération. Ça fait plaisir de le revoir. Il est devenu maintenant un grand voyageur. Et puis on aura également M. Glouendi, donc spécialiste mime, très intéressant. Ne ratez pas. Mais avant, passage obligé, la pub. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable rappelle aux populations qu'il est formellement interdit, conformément à la réglementation en vigueur relative à la propreté des voies publiques et de leur emprise, de porter atteinte à la propreté des voies publiques, trottoirs, espaces verts, terrains vagues, caniveaux, en y jetant, déposant, abandonnant des objets mobiliers, déchets, emballages, nœuds usagés ou véhicules. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivant en Côte d'Ivoire, gardons notre pays propre, sain, beau et protégeons notre environnement. Il y va de l'image de notre pays. Infoline 225 86 23 25 14. Yopougon, stade de la BAE. Un homme exceptionnel pour l'évangélisation d'une nation exceptionnelle. Devancez l'aurore 2018, Epikaizo. Les 7, 8, 9 décembre, dès 17h, au stade de la BAE. Et le dimanche 10 décembre, au Temple Solution, à Angré, Bessikwa, Nouveau-Chu. Jingle, vous l'a annoncé, nos invités sont installés. C'est la culture, oui. Le week-end a commencé pour vous danser? Ah non, le thème s'annonce très, très enrichissant. On a commencé un peu la conversation sur ce plateau avec nos invités. Donc, monsieur Assandé Fargas, comédien, metteur en scène, bonjour. Bonjour. Et puis, bien sûr, monsieur Glouendi qui est là, qui est mime. Bonjour monsieur, bonjour. Soyez le bienvenu. On parlera donc aujourd'hui de théâtre, bien évidemment. On parlera de mime, de gestes et de paroles. Mais bien avant, je vous invite à suivre cet élément qui devrait nous éclairer. Le théâtre est-il limité à la parole? La parole permet la formulation de nos pensées par l'utilisation du langage pour communiquer avec autrui. Cependant, elle ne passe pas que par des mots, mais aussi par une gestuelle, des signes visuels propres à chaque culture. L'exemple du théâtre, avec la mise en scène d'une situation de double communication entre les acteurs et entre le public. Comment comprendre ce qui n'est pas dit sur scène, ce qui est sous-entendu jusqu'à faire naître des émotions? Le théâtre est théâtre parce que devant, il y a un public et le public voit un acteur. Donc déjà, un acteur sur scène se présentant à un public, le théâtre est né. Le théâtre, c'est jouer la comédie, faire rire les gens. C'est ce que moi j'appelle théâtre. Le théâtre, c'est une mise en scène de manière directe qu'on fait souvent. C'est la mise en place d'une pièce théâtrale. Le théâtre a donc connu une évolution au cours du temps. La parole a fait place au silence et cette appellation, le mime, est un art qui cherche à se faire connaître en Côte d'Ivoire. Le mime, qu'est-ce que c'est? Pour dire simplement, le mime est un genre théâtral d'abord. C'est déjà un genre théâtral. Et l'expression principale du mime, c'est l'attitude et le geste. Voilà. Alors,
l'objectif du mime, c'est quoi? C'est, à travers l'attitude et le geste, amener le spectateur à imaginer l'univers qui lui est présenté. Donc, le mime pousse le spectateur à se faire, à se représenter un spectacle, à se représenter une situation, à se représenter une vie. Donc, le mime a un impact sur l'imaginaire du spectacle. Silence ou parole, chaque représentation véhicule un message et a son importance pour séduire le public. La différence entre le mime et le théâtre, c'est qu'avec le mime, bon, on fait les gestes, mais c'est sans parole. Mais avec le théâtre, il y a les gestes et avec la parole aussi. C'est beaucoup plus précis. Bon, selon moi, le théâtre, c'est d'abord une mise en scène, quelque chose qui a été écrit, selon moi. Mais le mime, c'est essayer d'interpréter quelque chose qui est déjà connu, c'est mimer. Sans le langage verbal, le théâtre est silencieux et devient du mime. On comprend alors que tout est langage au théâtre. Que ce soit les mots, les gestes, les objets, en un mot, il n'y a que la parole. Et même si le théâtre est parole, mais c'est aussi autre chose. Je fais du mime, je viens sur un plateau, on me présente un autre mime. Au lieu de présenter mes images. Ça a déjà commencé, c'est ce qui est bien. Oui, voilà. Il a déjà commencé, M. Glou-Glouendi, il est passionné. Quand vous discutez avec lui, vous êtes transporté et c'est toujours un plaisir de l'avoir. Rebonjour à vous, messieurs. Nous allons commencer donc par M. Glou-Glouendi. Donc, il est mime. Alors, attitude, geste, amener le téléspectateur ou le spectateur à imaginer l'univers qui lui est proposé. Cette définition-là vous sied? Ben écoutez, elle est théorique. Moi, ce que je fais est pratique. Alors, si vous voulez, je fais une petite démonstration. Oui, avec la permission de la réalisatrice, allez-y. Alors, si je fais par exemple que j'ai envie de manger... Oui, il y a le mime, mais il faut rester dans la lumière aussi. Oui, venez un peu plus. Et puis vous mettez face à la caméra. Voilà. Hein? Alors, vous avez compris? Traduction? Alors, la leçon, c'est que, vous voyez, j'ai faim. Alors, je fouille mes poches. Je ne trouve rien et là, je trouve un barre de chocolat que je mangeais. Alors, je suis rassasié, voyez-vous. C'est l'expression, ça. Voilà, au sang. Hein? Le mime est parlant. Le mime parle comme le théâtre d'expression orale, voyez-vous. Ce n'est pas un art assez différent. Mais les gens trouvent que c'est un art mystique. Ça fait 32 ans que je fais du mime. Est-ce que finalement le mime n'est pas subjectif, on va dire, puisqu'il fait appel à la sensibilité de chacun? Oui, on ne comprend pas les choses de la même façon, je veux dire. Non, le mime, c'est l'art qui s'est fait comprendre le mieux. C'est-à-dire, si vous faites un geste, prenons le cas des chorégraphes, on dit, ah oui, il fait de la chorégraphie, ça n'a rien à voir avec le mime. La danse, ça n'a rien à voir avec le mime, c'est un travail sculpté, c'est comme un artiste qui, voilà, le peintre comme le sculpteur. Alors, on a la chance d'avoir un artiste comédien vraiment reconnu dans notre pays, Asandé Fargas, qui est là. Quand vous voyez sa démarche, sa façon d'appréhender le mime, il est vraiment dedans. Est-ce que ça vous sert au théâtre? Absolument, le théâtre est un art complet, donc il se sert de toutes les autres formes d'art, notamment le mime, la musique, ça fait plaisir de la danse. Cette voix-là. C'est un ensemble de choses et nous avons l'habitude de dire que le théâtre est le père des arts de la scène, puisque c'est un grand ensemble qui se nourrit de toutes les autres formes d'art. Même si à l'intérieur, il y a une catégorisation des genres spécifiques, notamment tout le monde te dira « tu es un comédien ». Mais la comédie, c'est une forme de théâtre, mais de légèreté, et qui interroge donc les problèmes de société, et sous l'angle le plus absurde, le plus commun qui soit. On te parlera de tragédie et qui met en scène donc des gens de haut rang, notamment des figures mythiques, des rois, et qui ont un destin totalement scellé. On parlera du drame qui mettra en situation des gens ordinaires dans leurs difficultés de la vie et dont le sort n'est pas scellé.
En Côte d'Ivoire, la nouvelle tendance est plutôt humoristique. L'humour, ce n'est pas un genre artistique en tant que tel, c'est une forme d'esprit qui tourne en dérision des situations réelles de la vie, sous l'angle de l'absurdité ou du comique. Donc on a la chance dans une pièce de théâtre d'avoir des mimes. On a la chance d'avoir de la musique, on a la chance d'avoir des plateaux, donc des peintres contribuent à la réalisation de l'espace de jeu qu'on appellera scénographie. Donc voilà, toutes ces formes-là sont à souhaiter. Je suis heureux de retrouver mon frère Glou qui parle de mime. On en a eu quelques-uns comme professeur de mime à l'Institut national des arts, mais depuis un certain temps, on ne parle pas de mime. C'est un art, je vous le dis, c'est pas pour les enfants, mais auxquels adhèrent les enfants parce qu'ils sont plus aptes à décrypter toute la gestuelle, je dirais un peu plus que les adultes qui ont une autre perception des choses. Donc moi, j'ai travaillé souvent dans des universités à donner des formations et c'est super intéressant de voir quand tu assistes à des spectacles de mime. Moi, je pense qu'au-delà même du livre que j'ai vu dans vos bureaux, il serait intéressant qu'ils nous proposent aussi des spectacles et je pense qu'en redémarrant avec la vraie matière, avec les enfants, le mime prendra sa place réelle dans l'environnement artistique en Côte d'Ivoire. Alors, l'élément nous expliquait que le mime est un genre théâtral qui met en valeur l'attitude et le geste. Dans le théâtre, je ne sais pas si je dois dire classique ou dans le théâtre oral en tout cas, à cela s'ajoute la parole. Oui, mais il peut y avoir aussi des personnages qui peuvent être des mimes de bout en bout. Donc tout existe, c'est tout simplement que le metteur en scène à un moment donné de dire à celui-là j'ôte la parole parce que l'expression, la force de son expression, de sa gestuelle, de ses postures diront mieux les choses que la parole, parce que le théâtre procède par symbolique aussi. Et le mime est plus dans la symbolique et qui ouvre des perspectives d'analyse et d'appréciation individuelle. Et comme un spectacle, même oral, on entendra les mots, mais nous ne les appréhenderons pas de la même manière. Donc le mime peut être le fait d'un personnage qui a un parcours assez spécifique et dans la trame de toute une histoire d'une pièce de théâtre. Monsieur Glou, en tout cas, chapeau déjà pour ce que vous faites à l'extérieur, parce que vous êtes très, très demandé pour vos nombreux voyages. Justement, parlant de ces voyages-là, est-ce qu'on peut dire que le mime est un langage universel? Oui, d'abord, ce qui me choque, c'est que je suis venu pour un livre que j'ai écrit, à travers lequel vous m'interviewez, et vous n'avez pas le livre, vous me posez des questions sur le mime comme ça. C'est comme si ma raison d'être sur ce plateau n'a pas de naissance. Je suis venu pour mon livre. J'ai écrit un livre qui est l'étonnante exploration d'un mime ébernéen, et ce livre n'est pas présent. Oui, je pense qu'il y a une compréhension, effectivement, parce que dans la thématique culture de Matin Bonheur, nous ne faisons pas la promotion des œuvres. Je pense qu'il y a même pas une promotion, c'est parti à partir de là où moi, je pense qu'il y a eu une incompréhension parce que nous avons un thème généraliste et nous invitons des invités qui sont censés être des experts pour nous en parler et pour nous édifier sur le thème en question. En plus, ce qui est bien, Monsieur Glou, c'est qu'au-delà de tout ça, on parle du mime, on parle de votre univers, de votre matière. Et rien ne vous dit que là, après, on n'allait pas revenir sur le livre. Mais laissez-nous conduire l'interview au moins, puisque vous n'êtes pas seul, vous êtes avec M. Fargaz Assandé, qui lui a un spectacle le 14, mais on ne va pas en parler maintenant. Donc, on va aller pas à pas et après arriver à votre livre. Est-ce qu'on est d'accord? On est complètement d'accord. Alors, donc, je posais ma question. Donc, je reviens sur la question. Est-ce que le langage du mime est universel? Celui, quand il y a le mime au Japon, je ne sais pas, dans d'autres pays, c'est la même chose. L'universalité du mime. C'est le langage le plus universel qui soit, pour ma part. Parce que je me rappelle en 84, à Bobo du Lasso, où les gens parlent à peine le français, on commentait un spectacle de mime que je faisais, parce que je pêchais au bord d'une rivière, c'est les gens qui commentaient cette scène-là. Donc le mime, dans tous les cas, est universel. Si je joue une scène, par exemple, d'un vieillard dans un jardin à Paris, les gens se retrouvent à moi, ils retrouvent le vieillard européen qui soit européen ou africain. Vous savez, selon les cultures, c'est représentatif. Voyez-vous? Donc le mime est vraiment là le plus universel qui soit. Mais sauf que les gens ne prennent pas le soin de découvrir. On estime toujours que c'est un art atypique, c'est un art qui ne ressemble pas à tous les arts. Pourtant, c'est la même façon de s'exprimer. Effectivement, le mime, on dira, n'est pas aussi populaire qu'il devrait l'être ou qu'il pourrait l'être parce qu'on a l'impression que c'est élitiste, qu'il faut avoir certains codes justement pour décoder
les émotions ou les attitudes qu'il voudrait laisser paraître. Qu'est-ce qui est fait justement, notamment en Côte d'Ivoire, pour vulgariser? Parce qu'on a vu que le théâtre, à un moment, était quelque peu endormi. Il y a eu beaucoup de travail, notamment du ministère, pour révéler des artistes, pour faire des pièces de théâtre, pour, encore une fois, rapprocher ce art-là des populations. Au niveau du mime, qu'est-ce qui est fait pour le vulgariser? Parce que la population ne va pas toujours vers l'art. L'art aussi doit venir de temps en temps vers la population. J'ai 47 ans de métier, donc j'ai un demi-siècle. J'ai parcouru 25 pays, dont 2500 villes et villages. Mon but a été toujours de contacter, informer, organiser. Alors, si on me dit, après 50 ans, que personne ne va pas, personne ne fait rien pour faire découvrir, non, je dis, non, l'Africain, la curiosité, le problème de l'Africain, c'est le manque de curiosité. Tu fais quelque chose, l'Africain ne va jamais te poser la question. Hein? Tant que ce n'est pas lui, il ne s'intéresse pas. Hein? Qu'est-ce que soit le média? En 85, il y a 32 ans, je fais du mime dans 90% des établissements scolaires d'Abidjan. En passant dans Tantille, on ne peut pas me dire que le mime, c'est maintenant vous découvrez le mime. Non, j'ai demandé la question, c'était qu'est-ce qui est fait pour vulgariser? Je reviendrai ici. C'était bien la question. Qu'est-ce qui est fait pour vulgariser? Donc, notamment, vous nous répondez en disant que vous avez fait des tournées dans des établissements scolaires, etc. Voilà, donc c'est la réponse à la question. On ne vous accuse de rien. Ah non, 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 on ne peut pas m'accuser. Je suis égal à moi, je suis, vous savez, je suis l'un des rares Africains qui s'est comment dire, produit à travers l'Afrique et l'Europe. Je ne réclame rien. Mais je sais que je fais le travail et je ne peux pas obliger les autres à me suivre. Mais je le fais. Mais à mon niveau, j'ai toujours fait l'exploration. C'est tout à votre honneur. À travers votre question, une réponse d'ordre presque général, parce que ce soit dans le sport ou dans d'autres formes de manifestations sociales ou sociétales, il y a des praticiens et pratiquants comme mon frère Glou et moi, comme on en aura dans les autres activités d'épanouissement de l'individu, mais il y a un cadre qui doit être construit, défini, et nous, praticiens, n'ayant même pas les moyens de ce cadre, nous intégrons ce cadre pour apporter le minimum que nous puissions savoir. Et s'il y a un manque de vulgarisation de l'art du mime ici, c'est peut-être une question à poser au ministère de la Culture pour savoir. On a connu un peu le théâtre, vous dites qu'il se réveille un peu. Pour moi, il est plus qu'endormi encore. C'est l'un des gens artistiques les plus endormis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, hélas, alors que la grandeur de ce pays au plan artistique s'est construite aussi pendant des décennies sur la force de son théâtre. De la même manière, le mime manque de vulgarisation, de politique de vulgarisation. Il faut peut-être un jour interroger les responsables à charge de la culture, et peut-être ils seront à même de dire quelles sont les actions. Glou ne pourra vous dire que les actions personnelles qu'il pose pour faire résister son métier et exister à travers son métier, comme je le fais moi-même aussi. Cela dit, voilà, merci de préciser. Cela dit, moi, j'aimerais vous demander à vous, Fargas Assandé, vous êtes un artiste comédien très connu, très apprécié des Ivoiriens. Ça me fait plaisir d'ailleurs d'écouter votre voix sur ce plateau. Merci. C'est quoi, vous, votre rapport personnel au mime? Dites-nous en quoi ça vous a aidé dans vos pièces, dans vos représentations. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Nous, ça nous arrive de façon, je dirais, accidentelle. C'est les personnages d'un spectacle de théâtre. Mais ceux qui ont fait une formation académique ont ça comme matière. Après, les spécialités vont se définir. Mais maintenant, moi, par exemple, je n'ai jamais fait d'école de théâtre. Bien qu'aujourd'hui, Dieu m'ait donné la chance de dispenser des cours à l'Académie des théâtres de Limoges et dans certains endroits, dans des universités, à animer des formations. Limoges, où vous résidez, voilà. Soit dit en passant. Donc, la réalité, pour moi, c'est le personnage qui va me dire à un moment donné, la parole va me saturer ce personnage-là. Est-ce que nous pouvons faire un travail où je te dépossède de tout ce qui est oral pour que la force de l'expression de ton corps, ta mimique, soit capable de traduire la pluralité des sentiments qui t'habitent. Donc ça peut arriver, comme ça peut ne pas arriver dans un spectacle, mais ces personnages-là sont assez forts. Souvent, les comédiens ont peur de les prendre en disant « on ne m'entendra pas ». Je dis « tu te trompes parce que peut-être qu'on t'entendra mieux que ceux qui utilisent le verbe pour dire des choses ». Le corps est assez fort. Nos émotions les plus fortes, que ce soit des émotions d'amour, de colère, on les exprime mieux par la force de notre gestuelle, par notre regard, notre posture. Et le verbe en dit moins souvent. Et tout à l'heure, avant l'émission, quand on en parlait, on posait sur ce plateau-là le distinguo entre le mime
Et ce qu'on pourrait penser du mime, mais qui ne l'est pas, c'est le langage des signes, par exemple. Il y a une énorme différence entre le mime et le langage des signes. Tout à fait. Quelle est cette nuance-là pour le téléspectateur? Je ne saurais pas vous l'expliquer. Le langage des signes, c'est réservé à ceux qui parlent sourd et muet. Je sais que le mime, c'est l'art de s'exprimer par le gestuel. Et pour raconter une histoire, c'est tout à fait, c'est ce qu'on appelle la pantomime. Ça n'a rien à voir avec le langage des signes. Moi, je dirais que même si les deux peuvent s'apparenter ou se rejoindre quelque part, la spécificité, c'est que le langage des signes est un langage codé. Donc, il ne peut être déchiffré que par ceux qui, qu'on appelle, l'ont étudié ou ceux qui sont dans le besoin de l'utiliser. Le mime, par exemple, c'est une expression volontaire du corps et dont le code est général. Le japonais comprendrait ce que tu dis, l'américain comprendrait ce que tu dis. Voilà. Donc, évidemment, il n'y a pas de code spécifique lié à une culture. Très bien. Voilà. Alors, on reviendra à vous dans quelques instants avec beaucoup de plaisir. On part juste pour la réclame publicitaire. À tout de suite. C'est reparti pour les 15 jours du pagne. Venez nombreux du 28 novembre au 16 décembre, de 8h à 17h au plateau ex-place de la Sorbonne. Faites de bonnes affaires et retrouvez vos pagnes préférées à prix fou. Uniwax, Vlisco, Woody. Abonné MTN. Rends-toi dans l'agence ou le point agréé MTN le plus proche et fais-toi identifier ou réidentifier gratuitement. Pour conserver ton numéro et continuer de profiter des offres et services de ton opérateur préféré, viens muni d'une carte nationale d'identité, d'un permis de conduire national biométrique, d'un passeport biométrique ou toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification si tu es ivoirien. D'un passeport biométrique, d'une carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO ou de toute pièce d'identité biométrique établie par l'ONI si tu es étranger. Tu peux également vérifier que tu es bien identifié en tapant étoile 225 dièse. MTN, everywhere you go. Sur le plateau, mesdames et messieurs, pour ce débat passionnant sur le mime, avec ou sans livre, ou avec ou sans prestation. On a ouvert donc le débat avec une prestation sur scène là, et ça nous a donné beaucoup de belles choses pour la suite. Et je rappelle le thème, le mime, le geste et parole. Quelle efficacité au théâtre. Nous avons sur ce plateau à ma gauche, donc à votre droite, mesdames et messieurs, M. Glouendi, qui est mime, et à ma droite, donc à votre gauche, M. Assandé Fargast, artiste comédien, avec qui je reste maintenant pour parler théâtre pur. Alors, on a parlé de mime, de gestes et paroles. Soit dit en passant, hein, moi je saisis toujours ces lucanes là pour parler un peu de l'actualité de nos acteurs. Le 14 décembre, là, vous allez donner donc un spectacle qui s'appelle Capitaine Djinondjougou, c'est à l'Institut français. Absolument. Et puis les Ivoiriens vous ont un peu perdu de vue, je sais pas. Ouais, mais c'est un peu ça aussi, je l'ai constaté à travers les rencontres que je fais dans la rue, dans les pays où je circule pour tourner. Parce que je suis toujours en mouvement par rapport à des spectacles de ma propre compagnie, du Centre dramatique du Limousin, avec qui je collabore depuis quelques années. Et donc, à travers la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, tu rencontres des Ivoiriens. Fort heureusement, nous sommes partout. Et la première question, c'est toujours, mais qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que vous faites toujours du théâtre? Eh bien, je suis dans ce pays-là précisément pour ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de rencontre aussi pour moi, que j'exprime à travers l'organisation de ce spectacle qui est soutenu par l'Institut français, donc ex-CCF, parce que ça fait plus d'une dizaine d'années que je n'ai pas joué en Côte d'Ivoire. Certains spectateurs qui me rencontrent dans les rues éprouvent le besoin de me voir jouer. Moi aussi, j'éprouve le besoin d'aller à la rencontre de ce public qui m'a entièrement fabriqué et qui m'a permis de croire au choix que j'ai fait de façon très juvénile au début et qui m'a permis de m'y investir davantage et comprendre le bien fondé même de ce métier, parce qu'on a commencé au théâtre scolaire. C'était un peu dans le mouvement de les autres le font, j'ai envie de le faire aussi. Et après, tu t'appropries les outils de l'art que tu exerces et
tu te rends compte de son utilité. En même temps, il faut avoir des dispositions particulières, hein, parce que il y a le talent, et puis vous avez il y a le talent cette voix particulière qui porte. Et il y a la formation, parce que tout se fait, que ce soit chez le mime, que ce soit chez le comédien, que ce soit chez le footballeur, tout se fait avec 10% de talent. Et puis 90% de travail, c'est au quotidien qu'il faut s'exercer. Et ce n'est jamais un acquis. Le public n'est jamais le même. Notre état d'esprit, notre état d'âme n'est pas le même. Et chaque fois, voilà, il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour traduire ce qu'on veut. Moi, j'ai un gros besoin aujourd'hui parce que ma seule satisfaction, mais ma réelle satisfaction dans ce pays qui s'appelle la République de Côte d'Ivoire, ce sont les Ivoiriens. Les seuls qui reconnaissent qu'au bout de plus de 30 à 35 ans, j'ai fait du théâtre, c'est le monsieur, c'est la dame qui te rencontre au coin de la rue qui te dit « Mais félicitations, vraiment, vous avez bercé notre enfance. » À la limite, il y a des moments où tu te vois hyper vieux. Voilà. Mais c'est super intéressant que le peuple le reconnaisse, bien que la reconnaissance réelle n'ait jamais été, qu'on appelle, pécuniaire, et même la reconnaissance de son pays en tant que tel, à travers les activités que tu fais. Je peux vous avouer aujourd'hui qu'on est encore dans un autre phénomène de la fuite des cerveaux et des talents. Je suis obligé d'aller exercer mon art ailleurs parce que Dieu seul sait le sort qui me sera réservé si je me contente de le faire ici. Je ferai la une d'un des journaux de la place pour dire il est en train de crever et il n'a pas la possibilité d'acheter. Voilà. Vous allez rester. Monsieur Glou, quand vous écoutez votre frère Asandé Fargas qui parle aussi d'expérience, de partage d'expérience, vous vous retrouvez dans cet univers-là? On a parlé tout à l'heure de livres, tout ça, ce sont des choses qu'on laisse à la postérité. Vous vous inscrivez là-dedans aussi parce que vous avez voyagé pas mal, donc ce partage-là, c'est très important également dans le mime. Je crois que mon ami Varkas doit peut-être s'inspirer de mon exemple. À l'âge de 20 ans, je suis devenu comédien professionnel. J'ai parcouru 113 sous-préfectures et 20 pays avant d'aller conquérir l'Europe. Donc ça ne date pas de maintenant. Ce qu'il dit, c'est exact. On n'est pas reconnu dans son propre pays. Donc il faut aller voir ailleurs. C'est la philosophie de tout créateur. Si ça ne va pas ici, il va voir ailleurs. Peut-être que tu auras peut-être du pain sur la planche. C'est malheureusement ce qui se passe jusqu'à maintenant. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas de reconnaissance. Non, il n'y a pas de reconnaissance. Et pour parler de relève, justement, est-ce que l'avenir du mime en particulier et du théâtre en général en Côte d'Ivoire est assuré? C'est ça le problème, puisqu'on est déjà parti. On est parti, le fait de revenir ponctuellement et de dire aux spectateurs qu'on est là, ça ne suffit pas. Les gens veulent que tu sois là 24 heures sur 24 pour les égayer, mais au final, tu n'as pas les retombées qui vont avec. On ne peut pas exercer un métier pour faire plaisir. Moi, je pense que... qu'il dit est tout Par exemple, je prends un exemple. Monsieur Fargas Asandé, ici présent avec le nom qu'on entend, par exemple, n'a jamais eu de décoration. Ce que je trouve... Non, mais c'est vrai, non, c'est un exemple. On a fait des recherches quand même avant de vous recevoir. Aucune décoration. Je pense que, par exemple, vos spectacles que vous organisez, quand on dit Asandé Fargas, par exemple, ça doit être une caution déjà morale et une caution même financière, même pour faciliter les choses. Mais merci de vous l'entendre dire. Parce que je vous dis que ma satisfaction, c'est de vous, de ceux que je vais rencontrer tout à l'heure qui me diront « Ah, j'ai vu ton émission ». Il reste à savoir, parce que le problème, il faut que ce soit très clair dans la tête des gens, parce qu'on a une tendance à attribuer des propos, à donner des orientations, souvent même fascistes, à des propos souvent simples. Par exemple, la reconnaissance de mon pays, je peux vous le dire, tous les prix que j'ai emportés en Côte d'Ivoire, puis à l'extérieur aujourd'hui, ont fait l'objet d'inscriptions sur les sites du gouvernement, notamment du ministère de la Culture. La presse était heureuse de savoir qu'un de leurs compatriotes venait d'être primé, mais je suis là de Oufet Boigny, premier président, non fondateur de la République de Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui à M. Alassane Ouattara. Personne n'a reconnu que je fais quoi que ce soit en dehors du peuple lui-même. Je n'ai jamais eu de reconnaissance, je n'ai même jamais été invité à quoi que ce soit. Vous ne vous en plaignez pas, c'est juste un constat. C'est un constat. Pas du tout, je ne m'en plains pas. C'est un constat. C'est un constat. La seule fois où on m'a appelé, j'ai eu le prix d'interprétation qui était en 2015. C'était la deuxième fois qu'un Ivoirien, donc je venais juste après Albertine Nguesson, paix à son âme, qui avait eu le prix d'interprétation des années avant moi. J'ai eu donc ce prix d'interprétation en 2015 avec l'œil du cyclone. Ça fait la une de tous les journaux ici. On m'a
m'a appelé en 2016 pour me dire, vous savez ce que c'est le prix d'excellence. On m'a dit, vous avez le deuxième prix d'excellence d'une valeur de 1 million CFA. J'étais dans une salle avec tous ceux qui devaient être reçus par le ministre. C'est la seule fois où la République de Côte d'Ivoire a dit, on se rappelle que tu as fait telle chose. Sinon, en dehors de cela, je peux vous dire qu'il y a des fonds de création qui ont toujours existé au ministère de la Culture. Des artistes ont été décorés ici en grande flopée. Je suis la presse. Je défie quiconque. L'administration est une continuité. Que le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, depuis le secrétariat d'État dirigé par M. Gilles Yénéa jusqu'à aujourd'hui, sorte une petite facture portant ma signature qui atteste que Fargas Ascendé, artiste comédien exerçant de telle période à telle période, a perçu comme soutien du ministère de la Culture la pièce de 5 francs CFA. Nous y reviendrons. Merci voilà. beaucoup à vous. C'est avec ce langage vraiment direct que nous allons terminer donc cette thématique, cette émission. Nous recevions donc sur ce plateau M. Glou Glouendi, mime. Un petit mot peut-être pour le 14, une petite invitation pour le 14. Oui, c'est le 14 décembre. Exceptionnellement, voilà, le 14 décembre, capitaine Dinandjougou, voilà, le générique est déjà... Splendeur et lassitude du capitaine Dinandjougou. C'est suivre la trajectoire d'un de nos anciens combattants qu'on appelait tirailleurs sénégalais pour voir ses bonheurs et sa joie d'avoir soutenu la France, mais aussi la déchéance où il périt, et son soutien et son reconnaissance. On va aller le soutenir. Et puis, également, n'oubliez pas le livre, hein, ça faut dire, le livre de notre invité, Glou Glouendi, c'est un voyage dans l'univers du mime. Félicitations à ces deux personnes-là qui font la fierté de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. On est très, très heureux. Et on va terminer cette émission avec cette citation de Cristiano Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or, qui dit « La meilleure personne à qui je me compare chaque matin, c'est moi-même. » Bon week-end. Excellent week-end.